Bonjour à tout le monde, je suis ravi de pouvoir vous faire une présentation. Donc, dans le No Code Summit, c'est vraiment un événement exceptionnel dans lequel vous avez l'occasion de rencontrer toutes sortes d'acteurs, à la fois des éditeurs, des intégrateurs, des makers, des gens qui viennent de l'IT. Donc c'est l'occasion de partager des bonnes pratiques. Donc on est ensemble autour du thème. Le no-code et low-code en DSI, il est incontournable, certes, mais comment faire? Donc on va essayer de passer en revue pourquoi la DSI, elle a forcément des freins supplémentaires à intégrer ce genre de technologie qui est nouvelle, parce qu'elle a un existant, un passif, des choses à assurer, et voir comment ça peut se faire, par quelle étape successive, et quelles sont les contraintes qui sont associées. Bon, ça passe pas les slides. Ah, ça y est. Donc, je me présente, je suis Christophe Bétillot, je suis le cofondateur et dirigeant de Novabrix. J'ai fait toute ma carrière dans l'IT professionnel, société de services, éditeur de logiciels. Je fais partie des évangélistes et pionniers du no-code, low-code en France. On a créé Novabrix il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, il y a 10 ans, faire du no-code en mode SaaS, c'était assez révolutionnaire dans le monde de l'IT professionnel. Donc, on a une expérience significative en France. Donc, je vous présente rapidement Novabrix. Donc, on est éditeur de logiciels. On propose une plateforme qui est à la fois no-code et low-code, qui a pour vocation d'aider à transformer, bien entendu, les entreprises. On s'occupe essentiellement de proposer de quoi faire des applications métiers, donc plutôt pour l'IT. On n'est pas orienté site web ou applications grand public, des choses comme ça. On est vraiment sur la partie professionnelle, IT, métier ou et DSI. On connaît bien ces sujets. Donc on fait partie des acteurs majeurs et référents et pionniers sur cette partie no-code, low-code, et j'interviens dans pas mal d'événements, No Code Summit, là c'est un congrès de DSI, des différentes expositions qui parlent de plus en plus de cette technologie. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous en êtes convaincus. Quelques références clients. Donc nos clients vont de la PME au grand compte. Donc souvent les PME ne sont pas toutes connues, mais j'en ai mis quelques-unes. Et dans les grands comptes, vous reconnaissez le groupe Les Mousquetaires avec notamment Intermarché, mais c'est aussi plusieurs autres enseignes, EDF, Kiloutou, des laboratoires, la pharmacie, du retail, une communauté d'agglomération, une biotech, etc., etc. Voilà, donc petit rappel sur le no-code, low-code. Son apparition, sa définition, une sorte de cartographie des offres pour savoir pourquoi on prendrait telle ou telle plateforme en DSI. Donc il faut savoir que le no-code, low-code n'est pas une vraie révolution, c'est une évolution de plein de sujets qui franchissent 2 à 3 caps d'un seul coup. Donc ça vient des anciens ateliers de génie logiciel, les langages de 4e génération ou de 5e génération, pour ceux qui les ont connus. Ça, c'est sur des outils plutôt techniques qui aidaient à développer plus vite avec des frameworks. De l'autre côté, on a eu des Electronic Content Management, donc des SharePoint par exemple, qui permettaient de créer des sites avec de la data. Des outils de BPM, Business Process Management, donc je crée mon schéma, je fais suivant, livraison, ça me crée des formulaires, c'est pas mal. Et dans le web, toutes les applications type WordPress qui permettent de faire clic suivant, j'ai des visuels assez rapidement. Et dans le monde de la data, il suffit de citer Access par exemple, qui est un bon outil pour gérer ces data un peu mieux qu'en Excel. Voilà, donc ça c'était des outils peu techniques qui ont donné naissance à des outils plutôt no-code, et de l'autre côté des outils plutôt techniques qui ont influencé plutôt les technologies low-code, et on ajoute à ça l'arrivée du SaaS qui a permis de généraliser toutes ces plateformes assez rapidement. Voilà, donc côté no-code, j'espère que je vous apprends rien, hein, on ne peut pas coder, donc la théorie c'est la facilité, et avec une cible d'utilisateurs qui est potentiellement non technique. Bien sûr que des gens techniques peuvent utiliser des plateformes no-code. Du côté low-code, on limite le recours au code, mais on peut coder, voire on va coder. Donc l'optique, c'est la puissance, avec une cible historiquement vraiment centrée sur des développeurs. Vous n'avez qu'à ouvrir les plateformes low-code historiques, vous allez vite comprendre que c'est pour un développeur au bout de quelques éléments de navigation. Donc historiquement, le no-code sont des outils qui étaient spécialisés. Moi, je sais bien faire du site web, moi, je sais bien faire du processus, moi, je sais bien faire de la data, du flux, etc. etc. Et du côté low-code, on a l'héritage des anciens éléments de développement, PaaS et les pure players no-code. Donc je vous ai mis quelques acteurs internationaux qui sont positionnés, qui viennent d'un élément ou d'un secteur et qui petit à petit font d'autres choses. Donc la nouveauté, c'est que maintenant, on commence à fusionner ces éléments et il y a un certain nombre d'acteurs qui, désormais, essaient de prendre au meilleur des deux mondes, comme c'est le cas pour nous, Novabrix. On essaie de prendre la simplicité du no-code avec un aspect complet. On sait faire tout ce qui est flux, data, etc. Et la puissance, la capacité de coder du low-code. Voilà, donc on s'inscrit là-dedans. Donc l'idée, c'est la facilité et la capacité à réaliser avec un seul outil
toutes les applications du système d'information. Et comme on peut débrayer avec le low-code et le code, on n'est jamais au bout de ce qu'on peut faire avec le no-code. On ne doit pas renoncer à de la fonctionnalité, on peut aller au bout en termes de flux d'intégration ou de visuel. Voilà, donc ça c'est notre positionnement. Prendre le meilleur des deux mondes, no-code et low-code. Si on revient un petit peu sur la partie no-code et low-code en DSI, donc on va reprendre une formulation qu'on obtient beaucoup dans les projets. Est-ce que c'est une vraie opportunité pour la DSI d'intégrer du no-code? Et est-ce que c'est faisable d'intégrer du no-code en DSI? Comment on fait pour passer d'une organisation qui n'a pas ça, qui ne reconnaît pas ça comme un outil valable, à une organisation qui l'utilise et qui essaie de le généraliser? Donc déjà, les DSI sont bousculés. On a de nombreux besoins en application. Il n'y a pas assez de développeurs. Il y a une pénurie de ressources, on le sait, et les délais sont toujours trop longs par rapport aux besoins. Le time to market. On a une organisation à l'IT qui est en général en passe d'être submergée parce qu'on a beaucoup de contraintes, par exemple cyber, qui sont arrivées depuis quelques années. Ça occupe vraiment un grand pourcentage du temps côté DSI. Des changements structurels type tous les 5 ans ou 10 ans, il faut changer le RP. Ça, c'est des projets qui vous occupent de 2 à 5 ans. Voilà. Et donc, toutes sortes de demandes suite à la transformation des métiers, hein, vous le savez, donc, qui arrivent à la DSI avec beaucoup de besoins, beaucoup de demandes et des équipes qui sont limitées en capacité. En termes de maturité des technos et des offres, je ne sais pas si vous connaissez la courbe de hype. Quand une nouvelle technologie arrive, elle fait beaucoup d'engouement, puis on l'essaye et on n'arrive pas à trouver comment en faire quelque chose de productif. Puis enfin, on a trouvé comment la rendre productive. On a atteint ce qu'on appelle un plateau de productivité. Donc il y a quelques temps, on en était vraiment là. Hein, le no-code, ça fait tout, on sait tout faire, etc. Mais quand on le testait, ben non, ça ne fait pas tout. Il faut compléter avec d'autres outils, il faut prendre des risques. Tout n'est pas sécurisé. La nouveauté, c'est que ça y est, on ressort de cette courbe de désillusion avec le fait d'atteindre progressivement un plateau de productivité. Donc c'est le moment ou jamais pour les professionnels de l'IT de se pencher sur ces sujets. Quelques chiffres. Alors, selon les cabinets Gartner, Forrester, développer avec une application no-code, low-code, ça va jusqu'à 10 fois plus vite que les méthodes de développement. 100% des projets développés en no-code, low-code ont eu un ROI significatif ou très fort. Et jusqu'à 70% des applications seront développées en no-code d'ici 2025. C'est presque demain. Donc c'est un véritable raz-de-marée. Donc les DSI s'en sont rendus compte progressivement et parce que cette offre est devenue désormais mature. Par contre, comment l'intégrer? Ça, c'est compliqué. Donc s'il tient ses promesses, le no-code ou le low-code apparaît donc comme une vraie opportunité pour accélérer la digitalisation des entreprises et donc à intégrer dans l'IT. Le problème, c'est quoi? C'est comment je choisis la plateforme. Il paraît qu'il y en a des matures, des moins matures. Est-ce que j'en prends une seule? Est-ce que j'en prends plusieurs? L'avenir sera sûrement au fait que les DSI intègrent, et donc les entreprises, 2 à 4 plateformes dans chaque entreprise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune plateforme qui est bonne en tous les sujets, voilà, globalement. Donc, est-ce qu'on choisit une plateforme no-code? Est-ce qu'on choisit plutôt du low-code? Est-ce qu'on choisit une plateforme qui fait les deux? Alors, les DSI auront tendance à réduire le nombre d'outils parce qu'ils gèrent de la multicompétence. J'ai une équipe de 5, de 10 ou de 1000 personnes, mais j'ai 20, 75 ou 4700 outils. Donc, je ne vais pas en rajouter 10. Donc, la tendance d'un DSI, c'est de ne pas prendre 10 outils. On va en prendre plutôt 5 ou 3 ou 2 ou 1 qui fait le job. Donc ne vous dites pas, il y a plein d'outils sympas, on va les intégrer dans une DSI. C'est à l'inverse de la culture d'une DSI qui doit gérer de la compétence. Voilà, j'ai quelqu'un qui est formé, qui connaît 5 outils, pouf, il démissionne. Comment je fais pour retrouver quelqu'un qui connaît les 5 outils? Plus le contexte de l'entreprise, etc. Donc la DSI ira vers le fait de réduire le nombre de plateformes et de techno. C'est son intérêt, c'est son habitude, c'est normal. Donc elle prendra plutôt une plateforme qui, si possible, sait faire du no-code et du low-code. Si elle ne peut pas, elle prendra une no-code spécialisée et une low-code spécialisée. Voilà. Ensuite, quelques exigences qui viennent du monde de la DSI avec une particularité sur la France et l'Europe. Si vous utilisez ce qu'on appelle les stacks, voilà, j'ai mon visuel ici, je vais chercher ma data là-bas, puis ça me met, je sais pas, un gestionnaire de flux, un Zapier, etc. Vous allez chaîner des outils. Qui dit chaîne dit interruption du maillon. Ça veut dire qu'en termes de capacité à délivrer le service, la DSI, si vous lui proposez de chaîner 5 applications pour rendre un service, elle est réticente en général. Parce que le moindre de ces outils qui tombe en panne va faire tomber en panne l'exécution du service. Donc à nouveau, on va essayer de restreindre le nombre d'outils. Parce que chaque nouvel outil ajouté et chaîné représente un risque. Voilà, vous avez les métiers qui vous appellent le lendemain matin à 8 h, ça ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous devez faire l'enquête dans la chaîne des outils de comment je remets en place tout ça. Donc c'est un risque et des compétences supplémentaires à maîtriser, comme j'expliquais. Donc la tendance d'une DSI, ce sera de réduire le nombre d'outils, d'aller plutôt vers une seule plateforme ou le moins de plateformes possible et une plateforme la plus polyvalente possible. Pas des plateformes spécialisées en général. Ensuite, on a l'aspect France et Europe, vous le savez peut-être, mais le RGPD existe depuis longtemps.
Dès que vous stockez le nom d'une personne, son email, ou quelque chose qui est attaché à sa personne dans un système qui n'est pas hébergé en France ou en Europe, vous allez à l'encontre de la réglementation du RGPD. Même si les outils américains vous disent avec une belle page sur Internet, nous, on est RGPD. Ça, demandez à n'importe quel juriste, ils disent ils jouent avec le risque. Voilà. Donc si vous êtes une petite structure, une start-up, c'est pas grave le risque juridique. Déjà, je vais lancer mon produit, je vais voir si ça tourne. Je m'occuperai de me mettre dans les règles plus tard. Si vous attaquez une DSI, elle préserve son avenir. Elle ne prend pas 4000 risques juridiques à chaque application, à chaque projet. Donc elle va vouloir, si possible, respecter le RGPD, plus des réglementations spécifiques à son secteur d'activité. Si vous êtes dans la pharma, il faut travailler avec des éditeurs français, par exemple, sur certains types d'applications, etc., etc. Ensuite, vous allez prendre plutôt des fournisseurs expérimentés avec une plateforme à couverture large. Voilà, donc les exigences d'une DSI, c'est aussi de savoir gérer le cycle de vie applicatif. Souvent, un maker, quelqu'un qui est un no-codeur, va se dire, bah, regardez, moi j'ai réussi à vous la faire l'application. Oui, mais quid de son cycle de vie? Dans 2 ans, voilà, quand je devrais la faire évoluer, quand les outils chaînés vont devoir évoluer. En termes de scalabilité, est-ce que je peux monter en termes de data? Est-ce qu'il y a des purges? Si jamais j'ai une intrusion, est-ce que j'ai des logs pour savoir ce qui s'est passé, etc. Si je dois l'améliorer, est-ce qu'il y a du versionning pour revenir en arrière, etc., etc. Donc la DSI, elle doit se soucier non pas d'aujourd'hui, mais aussi de demain, d'après-demain et du temps d'une application. En moyenne, une application, elle vit au moins 5 ans dans une DSI. Et la plupart des gens croient que l'effort, il est là. Mais la réalité, c'est que souvent, les efforts sont là-dessus. Maintenir en condition une application. Donc créer une application rapidement ne suffit pas à convaincre une DSI. Est-ce que je vais pouvoir m'appuyer sur cette techno dans le temps? Est-ce qu'elle va soutenir la disponibilité, les évolutions, la sécurité, etc., etc. Donc voici un résumé de quelques-unes des exigences qui sont bien légitimes quand c'est son métier de gérer des applications et de construire des applications. J'ai besoin d'une plateforme qui a une couverture fonctionnelle large, parce que je ne veux pas 15 plateformes. Je ne veux pas faire monter en compétence 15 personnes avec un backup derrière. Je veux de la flexibilité, de la robustesse. Ça doit être disponible avec des SLA. SLA, c'est engagement de disponibilité. Je veux qu'on s'engage à ce que ce soit disponible 99,5% ou 99,9% du temps. Et je veux pouvoir râler si ce n'est pas le cas. Voilà, si vous devez envoyer un mail aux États-Unis quand vous répond bah, désolé, on fait au mieux, et de toute façon, vous n'avez pas de SLA, c'est différent. Il faut qu'il y ait des sauvegardes régulières. Comment vous faites pour contacter l'éditeur quand vous avez besoin de la sauvegarde il y a 2 jours? Est-ce que le support et l'assistance sont bien en français dans vos horaires à vous? Est-ce que vous souhaitez appeler la nuit, en anglais, en polonais, en ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a bien des logs et des traces de l'usage? Est-ce qu'il y a bien de la sécurité en termes d'hébergement, capacité de cryptage, de gestion des identités, d'identification par ce qu'on appelle du SSO, le système d'identification d'une entreprise? Est-ce que je peux le mettre en SaaS ou on-premise, selon mes contraintes juridiques à moi? Est-ce que ça respecte mes contraintes juridiques, le RGPD, le stockage, l'hébergement des datas, le Patriot Act, les hébergements de données de santé? Est-ce que je peux négocier le contrat juridique? Je ne suis pas d'accord avec la clause 8. Mon juriste, il me dit de négocier la clause 12. Voilà. Enfin, est-ce qu'il y a une capacité d'intégration facile dans le SI? Et est-ce que je peux faire du versionning avec plusieurs environnements? Est-ce que je peux prendre un risque sur la recette, la livrer à valider, et seulement après je mets en prod, etc., etc. Ou est-ce que tout doit être fait en prod directement? Voilà les contraintes naturelles d'une DSI en termes d'exigence et de réflexes de professionnels qui ne gèrent pas qu'une application, mais plein d'applications avec des ressources limitées. Donc, par rapport à tout ça, maintenant, avec ces technologies, c'est désormais faisable. Vous pouvez répondre à toutes ces contraintes avec certains outils no-code et low-code. Mais pas que n'importe quelle plateforme, pas n'importe comment, pas n'importe quand non plus pour la DSI. Donc, comment s'intègre un projet no-code ou low-code dans la DSI? D'abord, c'est du hors scope. Ah, c'est quoi le no-code? Bon, bah, je verrai quand j'ai le temps. Parfois, vous avez le métier qui commence à l'implémenter sans l'aval ou avec le amen de la DSI. Bah, t'as qu'à faire un petit projet, s'il n'est pas stratégique, on verra. Donc ça peut devenir du Shadow IT si la DSI n'est pas au courant, bien entendu. Shadow IT, c'est une application construite dans le dos de la DSI, entre guillemets. Et souvent qu'on va lui demander de reprendre un de ces 4 d'ailleurs. Puisqu'il y a des problèmes, la techno, je ne sais plus la maintenir. Il faudrait que vous veniez m'aider, monsieur le DSI. J'ai construit ça dans votre dos et j'en ai besoin. Ensuite, un premier projet officiel qui rentre dans la DSI avec une plateforme no-code et low-code. Puis petit à petit, il y aura un usage courant si le projet est un succès. Si c'est une galère, voilà, il y aura un a priori des gens de dire bah, le no-code, low-code, ça n'apporte pas tout. Donc usage courant ensuite à la DSI, puis une ouverture progressive au métier avec la gouvernance de ce qu'on appelle la gouvernance de la DSI, c'est-à-dire je t'autorise à faire ceci, pour ceci tu dois m'appeler, je te
te donne des accès aux data, mais pas tout et pas n'importe comment. En termes de gestion d'identité, tu dois passer par ci, tu dois pas faire ça, tu dois respecter le cadre juridique. Et comme ça, on peut collaborer ensemble. Voici les étapes depuis j'ignore le no-code, low-code, jusqu'à je teste et j'intègre de manière pérenne dans mon organisation ce type d'outil. Alors, comment on intègre une nouveauté? Parce que c'est une vraie innovation, il y a des étapes. Hein. Déjà, la DSI doit être au courant que ça existe, que c'est fiable. Elle doit trouver des témoignages, voir d'autres professionnels qui l'ont mis en place. C'est la partie persuasion. Puis elle prend la décision. Bah, ce serait bien qu'on fasse un petit test, ce serait bien qu'on l'intègre. Il faudrait qu'on l'intègre dans la stratégie ou dans un projet concret. Puis on a confirmation que ça fonctionne, que ça tient ses promesses. Et là, on se dit d'accord, on peut parier sur cette nouveauté, cette nouvelle techno, etc., etc. Ce sont des étapes tout aussi psychologiques que pratiques. Il faut convaincre les gens que ce n'est pas un leurre, cette promesse. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a les profils en termes d'adoption d'innovation. Hein, cette courbe qui représente, voilà, les premiers à adopter une innovation, ce sont les innovateurs. Ceux qui ont une appétence pour les technologies, pour innover, pour avoir des gains, quitte à prendre quelques risques. Ensuite, on a la majorité qui accepte de suivre ceux qui ont testé. Et enfin, on a les réticents au changement qui disent bah, quand je serai obligé, j'y passerai, quoi. Vous voyez. Donc en termes de psychologie, voilà, vous avez des leaders à la DSI qui sont soit pro-changement, soit plutôt réticents au changement. Ça, c'est naturel, c'est l'humain. Donc si vous tombez sur une organisation qui est plutôt dans ce cadre-là, bah, il faudra insister un certain temps avant qu'elle le prenne. Il faudra qu'elle voit que tous ses concurrents l'ont pris, qu'on lui dise bah, on ne délivre pas assez vite les projets, et regarde les autres, ils ont réussi à aller beaucoup plus vite. Ah d'accord, on va s'y mettre. Ensuite, si on intègre une plateforme no-code et low-code, dans une DSI, c'est une sorte de risque. Je prends un risque avec une technologie innovante. Alors est-ce que je vais y mettre ce qu'on appelle le cœur de l'activité, c'est-à-dire mes activités stratégiques de l'entreprise? Est-ce que j'accepte de les mettre sur une plateforme no-code? Ben, en général, pour réduire les risques, vous allez commencer par ce qu'on appelle des sujets périphériques, qui ne vous bloquent pas votre production, qui ne vous bloquent pas vos achats par vos clients, etc. Puis, si vous êtes rassuré par le fait que ça fonctionne bien sur les sujets périphériques, éventuellement, vous prenez le risque de mettre votre cœur d'activité dans des outils no-code, parce qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça tourne, pas d'interruption, vous savez faire évoluer, vous savez gérer la compétence. En théorie, vous ne prenez pas le risque de mettre directement un projet sur une techno innovante sur votre cœur de métier, sauf si vous êtes en création. Là, pourquoi pas, vous avez le droit de prendre des risques. Ensuite, comment on peut rentrer dans l'usage du no-code et low-code en DSI? Vous avez globalement deux approches. Soit une approche pragmatique, on va faire un test sur ce projet, un POC ou un vrai projet. Alors ça peut être un appel d'offres, on compare du no-code avec autre chose que du no-code ou low-code. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle une volonté stratégique, c'est-à-dire vous avez été conseillé par des gens qui vous disent que l'IoT, l'IA, le no-code, le code, c'est l'avenir. Il faut l'intégrer d'une façon ou d'une autre. Donc vous l'intégrez dans ce qu'on appelle un schéma directeur, c'est-à-dire là où on veut aller dans 5 ans, 10 ans. Voilà, il y aura du no-code, il y aura de l'IoT, il y aura de l'IA, comment j'y vais? Voilà, par étape, en accompagnement. L'un peut être en parallèle de l'autre, bien entendu, on peut cumuler les deux. Une fois que c'est fait, l'objectif est le suivant. Dès que j'aurai un besoin qui vient du métier, côté direction informatique, je vais pouvoir le décliner dans l'habituel duo, soit je le mets en progiciel, soit je le mets en code. Mais je pourrais également le mettre en no-code, low-code. Le no-code, low-code ne va pas faire disparaître le code. Il y aura toujours des sujets sur lesquels le code est plus pertinent pour X raisons. C'est un grand débat, on peut en parler des heures. En tout cas, sachez-le, ça ne remplacera jamais 100% du code. Par contre, ça peut remplacer une partie significative et du code, et des non-projets, et des progiciels non adaptés. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le maximum de besoins soit couvert avec ces outils, en limitant le rejet des demandes métiers. Désolé, j'ai pas de temps, désolé, il n'y a pas de ROI à le coder à la main. Maintenant, avec une plateforme code, il peut y avoir un fort ROI à coder, à no-coder, à low-coder, ce genre de projet. Et ça va réduire les rejets et les attentes du métier. Alors il y a des freins. Quels sont les freins habituels que va rencontrer une DSI, du plus fréquent au moins fréquent? J'ai pas le temps en ce moment. Ça, c'est une phrase que vous entendrez chaque année dans toutes les DSI. Voilà. En ce moment, j'ai pas le temps. Mais il y a vraiment un sujet, j'ai vraiment pas le temps. Voilà. L'organisation interne d'une DSI pour être capable de conduire du changement. C'est un vrai sujet. Donc il faut dépasser ce stade, qui sinon il est permanent. J'ai d'autres transformations majeures qui sont lancées. En pleine refonte de mon ERP, revenez me voir dans 2 ans. Voilà, c'est sûr que si le ERP est en train de changer, zéro chance qu'on ait une capacité de transformation autre. C'est déjà un enjeu majeur. Si tout ça a été dépassé, en général, vous pouvez vous heurter, vous allez vous heurter à un certain nombre de résistances et réticences humaines. Le DSI est avant tout un manager. Il a déjà challengé ses équipes, il les a fait travailler le soir à cause d'une attaque cyber, etc. Et là, il va dire, bon
les devs, les gars, maintenant il y a du no-code, il faut vous adapter. Hein. Il y aura peut-être moins de devs, j'en sais rien. Donc il n'est pas prêt forcément à attaquer des réticences. Il sollicite déjà son personnel régulièrement. Donc la réticence du personnel ou les résistances vont faire partie d'un frein naturel. Donc quand vous avez ce genre de réticence, il faut accompagner le changement. Voilà, il faut rassurer. Vous n'allez pas perdre votre emploi. On va peut-être transformer vos activités, c'est vrai. Et au contraire, ça peut être une opportunité, parce que dans le low-code, on peut encore coder. Donc le low-code n'est pas l'ennemi du code, voyez, etc., etc. Il y a une conduite du changement à faire pour limiter et réduire les réticences. Ensuite, une fois qu'on se dit je vais introduire ça et ça peut transformer complètement ma DSI, on se rend compte que ça peut être beaucoup d'efforts et une vraie complexité en termes de transformation. Et ça peut freiner un petit peu. J'ai pris conscience, j'ai vu que le no-code ça fonctionne bien, j'ai fait un premier projet, je reporte la généralisation l'année d'après. Enfin, il peut y avoir des non-convictions personnelles de leaders pour différentes raisons. Ils disent moi le no-code, je ne suis pas convaincu, etc. Qu'ils aient tort ou raison, c'est un autre sujet. Et après, on a des cultures d'entreprise. Vive le code. Voilà, il y a quelques grosses structures. Moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Il y a des structures, par exemple, majeures dans le retail, que je ne citerai pas, qui ont beaucoup investi dans Vive le code. Ils ont engagé des centaines et des milliers de développeurs. Et donc, c'est difficile maintenant de leur dire on va introduire du no-code ou du low-code. Voilà, ils sont partis sur leur investissement technique, on va dire. Donc là, il faut accepter qu'il y a un temps, le temps que ces technologies arrivent au sein de la DSI. La progression par le pragmatisme, elle va commencer par l'opportunité d'un POC ou d'un projet. Vous rentrez ainsi dans la DSI, vous dites ah oui, ça a l'air de le faire, etc. Ensuite, vous allez essayer de répéter le POC sur un deuxième projet. J'ai fait un POC, j'ai fait un projet, maintenant ça a bien tourné un certain temps. Je prends le risque de faire un deuxième projet, je suis rassuré sur la capacité du no-code, low-code à répondre. Une fois que j'ai répété plusieurs fois, je vais me dire on va le mettre dans un process. Donc dès qu'on a un projet, on va se poser la question de le faire en no-code, low-code. Comment, qui, sur quelle base on va poser ça. Puis on va essayer d'étendre progressivement cet usage avec, de manière innovante, l'implication potentielle d'acteurs métiers, les célèbres citizen dev. Lutter contre ça, malheureusement, c'est perdre d'avance. L'idée, c'est est-ce qu'on a 2 ans ou est-ce qu'on a 20 ans. Voilà. Dans combien de temps les citizen dev vont devoir apparaître. Donc ça, c'est un schéma traditionnel, je dirais, de progression par le pragmatisme. La difficulté dans une DSI, c'est que parfois, passer de ça marche bien à un projet à je vais le répéter, ça peut prendre 2 ans. Parce qu'on revient au frein d'avant. J'ai pas le temps, j'ai un changement majeur en cours. J'ai quelqu'un qui, là, ça concerne une autre équipe, lui, il freine. Donc, parcourir ces étapes, ça peut prendre un certain temps. A contrario, si vous le voyez comme une conduite du changement à mener et prioritaire, ça peut être fait de manière assez fluide. Dans la volonté stratégique, donc on va dire le schéma directeur, le fait d'identifier que c'est une technologie majeure vers laquelle il faut aller, vous avez des étapes. Souvent, la volonté stratégique d'une DSI, selon la taille de l'entreprise, elle commence par ce qu'on appelle l'urbanisation du SI. Bon, c'est fini d'avoir la fête, chacun vos trucs en mode silo partout. On va essayer d'avoir une cohérence dans ce qu'on construit. On va essayer de faire des API pour communiquer à l'extérieur. Voilà. Après, on va quand même sécuriser, gérer les accès, mettre du SSO, des règles de droit, qui rentrent comment, les fournisseurs, comment ils font, etc. Ensuite, souvent, on va centraliser la data. Les démarches de centralisation de data, elles ont lieu dans toutes les entreprises à partir d'une taille type ETI. On commence à se poser les questions de où est-ce qu'on va centraliser tout ça, avec dans quel outil. Avec notamment derrière, une fois qu'on a centralisé, on peut partager au moins avec des outils de BI. Voilà, chaque métier peut déjà accéder à des statistiques pour prendre des décisions. Puis on va vouloir partager la data, la valeur et augmenter la valeur créée dans le système d'information. C'est là qu'intervient le no-code, low-code. Donc dans des organisations qui ont déjà passé ces étapes, le no-code, low-code, c'est une étape naturelle. Si vous n'avez pas centralisé votre data, vous n'avez pas encore forcément la capacité à dire je me connecte à un système unifié, un ERP, un data warehouse, ce qu'on veut, un data lake ou autre. Voilà, donc là, ça dépend de la stratégie et de la volonté stratégique de la DSI d'avancer. Donc c'est une véritable transformation significative à terme de la DSI. Si vous le voyez comme une vraie transformation, il faut faire un projet de transformation quelque part. On ne rentre pas dans une transformation en disant je lance un sujet puis je verrai bien ce qui se passe demain. On prévoit les étapes, on planifie, on informe, voilà, on réunit, on met en tape un certain nombre de pilotes du changement. Donc au final, c'est un projet de transformation avec un pilotage de ce projet de transformation. Comment je vais avancer dans l'année qui vient? Qui je vais nommer comme leader sur cette partie? Qui va être amené à être le correspondant de la prod, du métier, etc. Comment je gère cette compétence? Donc, mise en place de processus et d'acteurs. Si possible, vous allez prendre quelqu'un qui est moteur au sein de la DSI.
Donc entre recrutement, persuasion, là c'est la RH personnelle entre guillemets. Puis petit à petit, vous allez vous dire, on pourrait l'ouvrir petit à petit à des citizen dev dans un cadre strict, gouvernance, sécurisation, gestion des droits sur les data. Là, il y a toute la partie gouvernance, centre de services et accompagnement d'utilisateurs métiers qui viendra. Ça peut être dans une étape supplémentaire. Et une fois que ça c'est ouvert, on passe dans la célèbre roue d'amélioration continue, le PDCA, plan, do, check, act, je vois ce que j'ai fait, je l'améliore, etc., etc. Donc l'organisation de l'agilité dans la DSI, ça passe par deux façons de voir les besoins. Des besoins planifiés. Historiquement, il fallait faire ces demandes de projets avant les budgets, vous savez, selon quand c'est les budgets. Donc il me faut la liste de tes projets avant tel budget. Voilà, ce projet-là, il est pris, celui-là, il n'est pas pris, on ne peut pas tout faire. Et on va le planifier dans l'année à venir. Voilà, ça, c'est des besoins planifiés. Il y en aura toujours et c'est naturel. Par contre, il y en a de plus en plus qui ne sont pas planifiés, pas planifiables. Donc là, on va avoir en parallèle à ces projets gérés par le project management, les besoins non planifiés. On va étudier leur portée et les enjeux. Est-ce que je laisse quelqu'un faire? Est-ce que je prends absolument chez moi? Est-ce que je collabore avec des entités métiers, etc. Et là, vous allez, tout ce qui est projet qui va être pris directement par l'IT parce que potentiellement stratégique ou risqué, projet qu'on va laisser au citizen dev quand vous serez à ce stade de maturité, et projet qu'on va travailler en collaboration entre l'IT et les citizen dev parce qu'ils sont à la fois stratégiques, mais il y a de la latitude pour construire des écrans, des visuels, des choses comme ça. Sans oublier la gouvernance, un simple mot mis, suivi de projet, gestion de projet, conduite du changement, gouvernance, c'est juste 3 mots, 4 mots, ce sont les plus complexes à mener, bien entendu. Voilà, on va terminer par un retour d'expérience de quelques-uns de nos clients. Alors, je vous ai pris 5 clients qui sont dans des tailles, des structures et des maturités et des approches différentes du no-code. Et je vous ai remis le schéma, un petit peu, d'une approche, on va dire, pragmatique et d'une approche plutôt stratégique. Il faut absolument qu'on l'intègre dans notre vision. Donc, si on prend le groupe Les Mousquetaires, donc il y a 8 enseignes, Intermarché, Netto, Rodi, etc., qui intègrent ça. L'organisation de ce groupe-là, c'est d'avoir créé une DSI dédiée qui est une entreprise. Donc, la Steam. C'est une entreprise qui gère, qui est la DSI pour l'ensemble du groupe. Donc c'est plus de 1000 personnes dans la DSI. Donc ça vous donne une idée. C'est pas une structure qui peut changer du jour au lendemain comme ça. Il y a beaucoup de choses en place, des choses, je dirais, assez anciennes historiquement, puisqu'il y a pas mal d'années d'existence, mais aussi assez stratégiques, parce que gère de l'argent au quotidien, les magasins, l'encaissement, les virements bancaires, des choses comme ça. Donc c'est pas une transformation qui peut être rapide, et c'est naturel, il faut l'accepter. Donc là, on est rentré par l'opportunité d'un projet, par, on va dire, un leader de département qui était plutôt d'un profil innovateur, voyez, qui s'est dit, moi j'ai envie dans mon périmètre de tester ce genre d'outil, donc il a eu l'autorisation de tester sur un des projets de son périmètre le no-code, low-code, et c'est ainsi qu'on est rentré dans le groupe Intermarché. Depuis, il y a eu d'autres applications qui ont été construites, essentiellement sous le périmètre de ce département, qui est un périmètre plutôt compta, finance, digitalisation. Et là, on en est à des phases d'essayer de convaincre le reste du groupe de l'usage de ces technologies. En parallèle, le groupe a lancé une volonté stratégique d'utiliser des outils no-code et low-code. Et donc, ils ont implémenté un autre outil no-code et low-code dans un autre département qui teste de son côté comment on pourrait généraliser ce type d'usage avec une éventuelle collaboration des métiers. Vous voyez, des usages différents. Donc, un premier usage par un projet pour un besoin métier fait par l'IT. Un deuxième usage où on essaie de voir comment collaborer avec les métiers, voilà, sur d'autres types de plateformes. Ça marche? Et donc, on en est à répéter l'usage de l'application, puisqu'on a développé plusieurs applications. Et il tente de généraliser au sein de la DSI à la vitesse d'un grand groupe. Voilà. Deuxième exemple, chez Kiloutou. Donc là, on est rentré également par l'opportunité d'un projet, mais avec une forme de vision stratégique également du responsable de département qui avait cette idée de se dire ça c'est quand même des technos d'avenir, si la promesse est tenue, on va quand même miser dessus, on va regarder ce qui se passe. Voilà, donc on est rentré par un premier projet il y a quelques années, c'était un projet temporaire, voilà, donc il a duré 3 ans de mémoire. Après ils ont réintégré cette fonctionnalité dans un autre système d'information, c'est naturel parfois. Et on a depuis proposé et délivré et aidé à construire d'autres applications au sein de Kiloutou. Là, on en est à la phase, donc on a déjà répété également, on en est à la phase de généralisation, d'appropriation et de comment l'entreprise va dialoguer avec les métiers pour construire toutes sortes de réponses, avec des premières réponses identifiées sur certains sujets. Donc, vous voyez, on est dans un stade où on tend
d'aller vers la réponse au métier, voire l'extension. Non, je refais ça. Genfit. Genfit, c'est une PME dans le domaine biotech. Historiquement, cette PME avait développé une quarantaine de micro-applications, donc c'est avec une approche du fait de la sécurité, on va le coder chez nous, sur nos serveurs, etc. Et puis donc, à un moment, quand vous codez des applications, vous avez ce qu'on appelle de la dette technique. Tiens, il faudrait que je passe à la version d'au-dessus, il faudrait que je fasse des mises à jour, des choses comme ça. Et quand vous vous retournez et qu'il y a 40 applications à migrer, il y a du travail. Vous n'avez pas forcément la disponibilité. Donc là, le DSI s'est dit, je vais étudier un petit peu les offres du no-code, low-code. Donc il s'est fait accompagner par un de nos partenaires qui n'est pas dédié uniquement à notre offre, qui lui a présenté différentes offres. Il a choisi de faire un POC avec Novabricks. Et puis, le challenge, c'était, si vous êtes capable de me reconstituer l'application la plus complexe chez nous, j'y croirai. 4 semaines après, l'application était délivrée par le partenaire, l'application la plus complexe. Donc ça fait un peu un effet waouh. Oh, 4 semaines. Donc voilà, on a un DSI qui a été convaincu. On a quelqu'un également, le responsable des développements, qui a été convaincu de l'apport du no-code et du low-code par rapport à tout ça. Et donc là, on est sur un projet de généralisation, puisqu'ils ont un plan de transformation et de reprise de ces 40 applications dans un planning de 9 mois. Donc ils ont prévu de faire 40 applications en 9 mois. Ça vaut une idée de la capacité à faire une fois qu'on a industrialisé le process. Enfin, je vous ai mis 2 autres structures. Saint-Quentin, donc c'est une communauté d'agglomération, secteur public, et un institut, une association de recherche en fait. Là, on est rentré chez Saint-Quentin par une première application, et chaque année, on n'a pas forcément le temps de faire beaucoup d'autres choses. Donc chaque année, on se reporte quelque part à l'année prochaine. Il faudrait qu'on généralise, mais l'année prochaine. Donc là, il y a d'autres priorités parfois. Et puis chez ICANN, là, ça a été une généralisation rapide dans une seule application de plein de domaines métiers, de la RH au projet, à la gestion du reporting, etc., etc. Donc voilà. Voilà un petit peu pour vous faire le retour là-dessus, sur l'expérience, sur la vision qu'on a une DSI. Il nous reste quelques minutes et je suis à votre disposition. Voilà, c'est terminé de toute façon. Je suis à votre disposition pour les questions. Ouais, c'est possible de faire passer un micro ? Donc il y a des premières questions ici. Parlez bien dans le micro. Allô, c'est bon. Je voulais vous demander sur quel type de projet en fait ils travaillent comme premier projet. Est-ce que c'est du no-code ops ou des web apps? C'est plutôt des web apps, parce que nous, on est plutôt web app. On ne fait pas des micro-automatisations, des choses comme ça. Comme on a une plateforme assez puissante, ce serait prendre un char d'assaut pour aller écraser une gazelle. Donc nous, on est plutôt sur des applications qui peuvent être légères, mais potentiellement puissantes. Donc pas ce qu'on appelle des micro-automatisations. Pas j'ai fait quelque chose ici, je veux le transférer de l'autre côté et juste rajouter un formulaire. Non, c'est plus des demandes de web apps. Donc on est sur des applications métiers, c'est le terme utilisateur en DSI, et nous on les propose en mode SaaS, donc en mode web, en effet. Après, en termes de périmètre, je vous ai présenté tout à l'heure la partie périphérique ou cœur d'activité. On a des clients qui nous laissent dans le périphérique, et des clients qui, une fois qu'ils ont vu, paf, ils nous rentrent dans le secteur d'activité principal, cœur de métier de leur entreprise, selon leur appétence au risque et le fait qu'ils aient constaté de la stabilité. Chez Intermarché, maintenant, c'est chez nous que les litiges sur les factures impayées sont réglés. Donc, ça fait vraiment plusieurs milliards de chiffres d'affaires qui sont bloqués en facture où il y a un problème, un litige. Ils ont commandé 100 000, ils reçoivent une facture de 105 000. Qu'est-ce qu'on paye ? L'un, l'autre, les deux, au milieu, on négocie. Avant, c'était fait à la main, en email, etc. Désormais, c'est centralisé. On reçoit un flux de l'ERP. C'est centralisé chez nous avec des workflows. Les acheteurs, 350 acheteurs, viennent se connecter, régler les deltas. Hop, ça repart immédiatement. Donc, ça accélère les délais de paiement. Et si jamais vous n'avez pas des délais de paiement rapides dans le retail, vous n'êtes pas relivré en magasin. Donc, on est vraiment, par exemple, sur cette partie-là, sur une partie qui est cœur d'activité pour eux, sur laquelle ils ont osé investir après avoir vu la stabilité de l'application. Donc du coup, cette application, elle est en dehors de leur système d'information? Oui, c'est du SaaS. D'accord. En fait, c'est du SaaS qui fait partie de leur système d'information, mais pas propriétaire. C'est intégré dans leur système. Donc la vision du système d'information, c'est qu'il est étendu dans le SaaS. Maintenant, ce n'est pas leur SaaS, en effet. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Est-ce que les DSI sont forcément impliqués dans la mise en place du no-code dans les groupes? C'est-à-dire que moi, ce que je vois de plus en plus, récemment, j'étais dans un grand groupe d'assurance,
en fait, il y a Teams, donc on peut faire du Power Automate, Oui. du Microsoft Forms, etc. Et on s'était fait un outil d'onboarding client entièrement dans Teams, Oui. en no-code par nous-mêmes. Il y a Typeform qui est utilisé dans tous les services, qui est aussi du no-code avec des scénarios, etc. Est-ce que la DSI a un droit de regard quelque part sur le no-code forcément, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans du no-code généralisé où la DSI n'a pas à intervenir? C'est un petit peu complexe. Si on veut dire que voilà, dans les add-ons du back-office ou des outils Google, vous avez accès à de quoi faire du no-code, ça ne vous concerne que vous. Vous n'avez pas de capacité à le partager facilement, à aller chercher de la data d'entreprise. Donc chaque utilisateur peut étendre son back-office, son Google Workspace pour aller chercher quelque chose, le faire et dire à son voisin, regarde, nanana. Quand vous voulez partager de la data d'entreprise, là vous devez aller demander l'autorisation, à moins que vous ayez les fichiers Excel vous-même et que vous les insériez. Ah, donc on commence le Shadow IT un petit peu. Il faut quand même aller demander l'autorisation de l'IT. Donc des développements faits pour vous ou et votre voisin, ça peut rester à cette portée-là sans implication de la DSI. Après, sur une DSI d'une petite taille, forcément le DSI est au courant de tous les projets qui passent par la DSI. Donc si c'est un projet pragmatique qui passe par la DSI ou si une vision stratégique, il est au courant. Dans des structures très grosses, voilà, comme les mousquetaires, le DSI, d'ailleurs c'est un chef d'entreprise en plus, hein, donc lui il n'est pas au courant de toutes les déclinaisons. C'est juste si lui, on lui a mis dans son schéma directeur, avec tous les cabinets de conseil qu'il a, ben voilà, il faut passer à l'intelligence artificielle, le no-code, le low-code, etc. Lui, il est au courant, il va créer une ligne budgétaire et il va déléguer le sujet. Et il va y avoir du reporting de comment avance le schéma directeur. Donc en effet, tous les DSI ne sont pas impliqués dans un usage par la DSI du no-code, low-code. Si c'est une grosse DSI, ça rentre par une opportunité, il n'est pas au courant de tous les projets, surtout si le projet se passe bien. Et après, si c'est une volonté stratégique, par contre, c'est lui qui tamponne le schéma directeur. Voilà. Et après, tout ce qui est fait par les métiers, ça peut être fait dans le dos de la DSI. Ça, la DSI, depuis longtemps, n'est pas au courant de tout ce qui est créé dans SharePoint, etc., etc. À partir du moment où on vient chercher la DSI pour avoir des accès à des datas, de la sécurité, etc., là, elle va être au courant. Donc il y a toujours ce risque également de shadow IT ou de micro-application, mais la micro-application ne porte pas très loin si elle est faite pour soi et soi-même. Bonjour, merci Bonjour. pour la conférence. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Deux petites choses. La première, pour moi, l'avoir vécu, je pense qu'un des buts ultimes, c'est que ce que vous appelez citizen developers, ce que moi j'appelle, c'est les métiers qui sont capables de faire leurs applications. Oui. Au lieu de faire un cahier des charges de 50 pages, ils font une application. Ça devrait être le but ultime. Parce que déjà c'est hyper valorisant pour les métiers de faire ça, oui. Et aussi parce que ça permet à la fois à la DSI de mettre à disposition une plateforme, de discuter avec les métiers, de savoir ce qu'ils font et de ne pas les bloquer en leur disant désolé on n'a pas le temps pour toi. Je pense que le vœu pieux de tout DSI c'est d'arriver à ça. C'est comment j'y arrive et pas n'importe comment. Voilà, bon, ça se travaille, hein. Oui. C'est pas facile mais ça devrait être ça. Et la deuxième c'est, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les développeurs. Moi personnellement je le présente comme étant développeur comme étant voilà, tu as une nouvelle corde à ton arc, parfois tu vas faire du code, il sert à rien, ça va être chiant pour toi, tu vas passer du temps dessus, tu devrais faire autre chose de mieux. Voilà, tu as des nouvelles stacks à ta disposition et en le présentant comme ça et en montrant à la fin, enfin moi ce que j'en ai vu de mes expériences, les développeurs, enfin ceux qui sont motivés s'approprient ça, oui. Et après ne se posent plus la question de savoir du code ou du no-code, ils sont juste plus productifs, oui. Et ils font du code quand il y a vraiment besoin d'en faire, et pour le reste, bon bah voilà, je dois faire un front, je vais pas faire du code, quoi. Je vais utiliser un outil, puis on n'en parle plus, quoi. Tout à fait. Alors je vais rajouter deux sujets par rapport à ça, sur l'implication des développeurs. Globalement, un jeune développeur qui sort de l'école, il veut coder. Un bûcheron, il veut couper des arbres. Voilà, parce qu'il ne peut pas mettre, vous êtes formé sur 5 technos, c'est quoi votre expérience? Ben, j'ai fait autre chose, j'ai fait du no-code. Donc tous les jeunes vont vouloir coder. Après, ils ne sont pas tous influents au sein d'un service. Si vous avez des gens qui ont codé déjà depuis 5, 10, 15 ans, là ils comprennent que recoder une page d'accueil à un bouton, ils l'ont fait 4000 fois, ça n'a pas forcément d'intérêt. Voilà. Donc vous pouvez vous appuyer sur des anciens qui vont dire oui mais ça peut être utile pour certaines choses. Et ensuite si vous introduisez directement la notion de low-code, vous leur dites c'est pas une abstraction du code. Regarde, quand tu n'y arrives plus, tu codes. Ah, ça c'est différent. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas forcément vrai. Ils veulent des cordes à leurs arcs parce qu'ils sont de moins en moins fidèles à l'entreprise. Donc ils veulent une expérience qui dit j'ai codé sur cette techno et cette techno qui est à rechercher, qui me fera que j'irai doubler mon salaire ailleurs. Moi c'est ce que je vois principalement. Par contre ils sont sur l'innovation. Ils sont sur la conduite du changement. Donc les réticences d'une DSI à changer, ça, ils sont moins concernés. Mais quand ça les touche eux, n'oubliez pas, l'humain, je suis d'accord pour aller chercher de l'argent chez les autres, jamais chez moi.
hein, comme d'habitude. Donc au moment de contribuer soi-même, on a cette réticence naturelle de dire transforme plutôt les autres et pas moi, quoi. Si on travaille dans un métier et qu'on a développé du Shadow IT sans le faire dans le dos de sa DSI, comment est-ce qu'on peut, quels sont les arguments à utiliser et comment est-ce qu'on peut convaincre sa DSI d'aller vers du low-code et du no-code quand on est dans une organisation académique avec des règles françaises compliquées et complexes? C'est vraiment un sujet d'évangélisation et de culture, hein. On va repasser par les étapes de je ne suis pas au courant que ça existe, je suis au courant que ça existe, je ne suis pas certain que ça apporte de la valeur, que ce soit mature. Donc il faut les faire franchir ces étapes, hein, leur amener des reportings, des expériences, des cas concrets de voisins, de concurrents, etc. Et après faire reprendre un projet qu'on a au métier. S'il a été fait avec l'aval ou le vas-y mais etc. de la DSI, c'est souvent le cas, hein. Les DSI sont pas aveugles et ils laissent faire des choses qui n'ont pas trop de risques. Là, l'idée, c'est de la relation humaine. Je vais mal le dire, mais c'est autour d'un café ou d'un resto qu'on va apporter et on va le faire avec une conduite du changement. Donc, on va en parler 6 mois avant, on va se revoir. Voilà. Il faut vraiment convaincre l'humain et puis l'aider aussi à vaincre ses propres réticences à lui. Il peut être convaincu, mais se dire comment je vais vendre ça à mon responsable des études, à celui qui veut gérer des serveurs alors que maintenant on voudrait aller vers du SaaS. Voilà. Donc il faut lui apporter aussi des éléments pour conduire ce changement. C'est pas simple et après on peut se faire accompagner par des intégrateurs ou par des cabinets de conduite du changement. Quand c'est une vraie conduite du changement, il y a vraiment des acteurs très très forts pour aider les gens. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur la notion de citizen developer. Je pense que la plus-value vraiment du no-code, low-code, enfin plus particulièrement du no-code, c'est de donner le pouvoir justement de développer ses propres outils aux gens du métier. Est-ce que c'est un critère de vente aujourd'hui pour vous avec votre plateforme ou vous voyez, peut-être aussi pour d'autres plateformes qui sont situées là-dessus? Est-ce que c'est aujourd'hui un point d'entrée déjà pour dire vous allez avoir des gens qui vont tout de suite répondre à leurs besoins? Oui. Voilà, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue énormément. En 2 ans, j'ai vu la plupart des DSI qui disaient le no-code, c'est des petits trucs, c'est pas super fiable. Ah oui, il paraît que c'est fiable. Comment on fait? Que font les autres? Voilà, est-ce qu'il y a des expériences de collègues? Donc la différence, ça va être sur la volonté stratégique ou pas. Hein, si c'est une volonté stratégique, il y aura l'accompagnement qu'il faut de se dire il faut aller vers ça. Pareil, sur les petites structures, elles vont essayer de garder la main. Sur une grosse structure, le DSI, c'est un visionnaire. Il n'y a pas cette techno ou une autre, cette équipe ou une autre, c'est mal dit, hein, mais voilà. Et c'est de se dire, moi je vois beaucoup de grands groupes, on fait Vivatech depuis 2 ans. Là, j'ai vu pas mal de DSI venir et dire comment on fait pour aller vers les citizen dev. Donc ils sont convaincus eux-mêmes qu'il y a de la valeur. Mais ce sont des DSI de grands groupes qui ont cette vision stratégique. Dans les petites structures, on est beaucoup plus pragmatique. Moi, mon quotidien, les problèmes de sécurité, quand est-ce qu'on va me donner ses moyens, etc. Donc chacun est à son niveau de maturité avec ses moyens, quoi. Voilà, ça peut répondre au sujet. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de l'installation dans les entreprises de Novabrix. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez pas force. Alors, par rapport à tous les outils qu'on connaît, qui sont pour la majorité américains, où il commence à avoir pas mal de talents, oui. Aujourd'hui, quand vous avez installé la solution, comment vous la maintenez? Comment vous formez les gens? Est-ce que vous avez des personnes que vous mettez directement en place ou vous les formez en interne directement dans la DSI? Les deux. C'est-à-dire que nous, on a un pôle service. D'accord. On est un éditeur qui a un pôle service qui peut accompagner les clients. On a des partenaires qu'on forme, qu'on accompagne et dont on fait le niveau 2 ou niveau 3 si vous préférez. Et on forme également les clients, les utilisateurs finaux. Et après, c'est comme dans toute organisation et toute direction informatique, celui qui décide met le curseur. Je souhaite sous-traiter, j'ai pas le temps. Je tente d'investir, mais j'ai pas le temps. Ou bien je forme en interne, je veux la compétence et je veux tout faire moi-même. Ou bien sur ce projet-là, je vais faire en moi-même, mais sur l'autre, j'ai pas le temps, je vous confie. Ou je confie à un partenaire. Ou Novabrix, pouvez-vous former mon partenaire historique, ma SS2I, mon ESN, voilà, qui elle intervient, elle a un contrat cadre sur 5 ans, je voudrais que ce soit eux qui soient capables d'eux. Voilà. Donc on est capable de répondre sur différents sujets. On n'a pas besoin de produire 500 personnes connaissant notre plateforme, on cible les gens qui vont utiliser vraiment le tout chez les clients. Et on est capable de faire du débordement chez nous également pour des besoins clients. Ok, mais vous êtes forcément limité à votre capacité en fait à fournir des talents, du coup, aussi. On peut le dire comme ça, mais si vous formez des partenaires qui sont eux-mêmes capables de former, ben voilà, s'il faut former 25 personnes. Nous, notre plan de formation, il est sur 3 niveaux. Jamais on nous a demandé un niveau 2 ou 3. C'est-à-dire on fait des formations de 3 jours, les gens sont autonomes. Ok, profil développeur plutôt, de base? Non.
Ok, intéressant. Tout profil. Si les développeurs, on pourra aller un peu plus loin. Si les métiers, il faudra passer un certain temps à rappeler des bases d'IT, ça c'est normal, hein, architecture, conception, etc. Mais en 3 jours, les gens se débrouillent. Voilà. Et quand il y a besoin d'aller plus loin, on les accompagne ou on les forme sur des sujets plus pointus. Comment je fais pour ajouter une brique de code, comment je fais pour utiliser l'API. Voilà, donc c'est une courbe d'apprentissage qui est assez rapide. Donc ça, c'est un peu la particularité de notre positionnement, c'est-à-dire qu'elle est puissante, la plateforme, mais elle est facile à prendre en main. Il y a une philosophie qui est facile à comprendre. C'est de la brique, c'est du Lego. J'ai créé ces 3 Legos-là, comment je rajoute un Lego? D'autres questions? Bon, on arrive au bout, pile poil, 12h00. Il me reste à vous remercier, je suis à votre disposition bien entendu. Et on a un stand en bas, n'hésitez pas à passer. Merci.